Salut les vagabonds! Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en parfaite condition aujourd'hui sous la pluie pour tourner cette vidéo sur le thème que vous avez déjà dû voir dans le titre qui est comment faire de la randonnée sous la pluie ou plutôt comment se protéger de la pluie lorsqu'on est en randonnée. Et je vais vous présenter ça tout de suite dans cette vidéo. La meilleure technique, selon moi, pour ne pas être mouillé lorsqu'on est en randonnée et qu'il pleut dehors, c'est la technique de l'esquive. Bah oui, si t'es pas sous la pluie, t'es pas mouillé. Je sais pas si je la mets celle-là de blague, mais moi je la trouve drôle. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, elle est drôle ou elle est pas drôle. Bon, plus sérieusement, c'est quand même une technique qui peut être très utile, que j'ai personnellement adoptée à certains moments. Le fait de ne pas sortir d'un lieu, par exemple si je vois que l'averse est là, ou le fait d'aller me mettre à l'abri lorsque je voyais que l'orage approchait, ça m'a servi à plusieurs reprises de me dépêcher un petit peu sur le chemin pour arriver à un village et me mettre à l'abri dans un commerce, un café, n'importe quoi, ou même une église, ça m'est arrivé une fois, et de ressortir une fois que l'averse, parce que des fois c'est vraiment une grosse trombe d'eau qui nous tombe sur la tête, et ensuite une fois qu'elle est passée, eh bien, on peut continuer à marcher, c'est humide, il pleuviote peut-être encore un peu, mais au moins on n'est pas sous le gros de la pluie, et ça permet quand même de se préserver un petit peu en trouvant un abri comme ça, pour aussi le moral, ça fait du bien de ne pas être complètement trempé sous la pluie. Ça peut aussi être partir 30 minutes plus tard du gîte le matin lorsqu'on voit qu'il pleut vraiment beaucoup. Bon, à un moment il faut quand même se lancer évidemment, puisque de toute façon inévitablement on va se mettre à marcher sous la pluie. Et même si c'est pas mon truc préféré, j'ai eu quand même des très belles journées à marcher sous la pluie et à être trempé à la fin de la journée parce qu'il avait plu toute la journée, et puis à force, l'équipement qu'on a forcément, au bout d'un moment il est plus imperméable, mais n'empêche que ça a fait vraiment des journées très très sympas lorsqu'on est avec des compagnons de route, parce qu'on se serre les coudes, et en général c'est des journées où on rigole beaucoup parce qu'en fait c'est notre dernier outil, c'est la dernière chose qui nous reste, notre dernière arme pour finalement apprécier la journée, c'est d'en rire. Bon, on va quand même parler de comment se protéger de la pluie, de la tête jusqu'aux pieds. Une des techniques que j'ai beaucoup adoptées, c'est la technique de couche pour être sûr que tout soit bien au sec, que ce soit nos affaires dans le sac à dos, notre corps, notre tête, nos pieds. C'est vrai qu'en adoptant la technique avec différentes couches pour protéger différentes parties du corps, ça peut permettre d'éviter le maximum de dégâts. Moi, en gros, quand je suis partie sur les chemins de Compostelle depuis la Normandie notamment, eh bien, je suis partie avec ce système-là. J'avais donc un protège-sac pour mon sac à dos, un kawaii sur moi, et puis en plus de ça, une cape de pluie qui arrive à peu près au niveau des genoux. Et donc à partir de là, je mettais également des guêtres pour protéger et mes chaussures et le bas de mon pantalon. Et pour l'intérieur du sac à dos, je mets toujours aussi toutes mes affaires dans un grand sac poubelle. Maintenant que vous avez l'idée de comment est-ce que je me protège de la pluie, je vais revenir sur chaque outil, chaque matériel en détail. En tout premier, la cape de pluie, ou appelée aussi le poncho de pluie, c'est pour moi l'outil, l'accessoire vraiment indispensable à avoir. C'est très ridicule à porter, je suis tout à fait d'accord avec vous, en plus que moi j'ai une cape de pluie qui se présente comme ceci, sur les photos, je vous laisse voir. Donc oui, c'est de ça que j'ai l'air lorsque je marche sous la pluie. Le fait est que c'est super pratique parce que ça couvre la tête avec une capuche, ça couvre l'intégralité du corps, et puis ça peut venir couvrir aussi le sac à dos en plus, et même les bretelles du sac à dos, le dos du sac à dos, parce que lorsqu'on met simplement un couvre-sac sur le sac à dos, le reste du sac n'est pas forcément protégé. Donc la cape de pluie, c'est vraiment pour moi un indispensable. En plus, lorsqu'elle est bien longue et qu'elle arrive jusqu'aux genoux, on est sûr d'être à l'abri. Alors c'est sûr que la cape de pluie, évidemment, comme c'est complètement imperméable, en général c'est en plastique, pas du tout respirant, ça dépend des capes, mais la 3/4 sont peu respirantes, et du coup ça crée un espèce d'effet sauna à l'intérieur. Donc moi, lorsque se met à pleuvoir, j'enlève toujours une couche en dessous. Par exemple, ma veste polaire, en général je l'enlève, je suis en t-shirt sous la cape de pluie parce que je sais que tout de suite la chaleur de mon corps va venir réchauffer à l'intérieur de la cape de pluie. Donc ça, c'est bon à savoir aussi, qu'il ne faut pas créer l'humidité sous la cape de pluie, parce que sinon on va être autant humide dessous que dessus. Donc ma cape de pluie, personnellement, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment toute fine et toute simple, elle est en petit plastique, vous savez, c'est les capes de pluie vraiment qu'on trouve dans les magasins de touristes un petit peu. Elle est quand même, n'empêche, très très pratique parce que je la trouve hyper légère, et puis alors oui, elle est fine, et oui, au bout d'un certain temps, malheureusement, il faut en la changer, mais elle prend vraiment quasiment pas de place et quasiment pas de poids dans mon sac à dos. Et sachant que j'ai aussi un kawaii et un couvre-sac, c'est vraiment du plus d'avoir la cape de pluie. Pour moi, c'est vraiment quand je suis sous la grosse averse que je la sors. Autrement, dès qu'il pleut un tout petit peu, je mets juste mon protège-sac et mon kawaii. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai opté pour une cape de pluie
plus fine, moins technique. Autrement, il existe aussi les capes de pluie beaucoup plus épaisses que l'on trouve vraiment même d'entrée de gamme chez la grande enseigne bleue par exemple et qui se présentent donc comme ceci. Voilà. Je vous avais d'ailleurs fait une petite vidéo sur cette cape là qui va s'afficher juste en haut à droite de votre écran si vous voulez aller la voir. En fait, j'avais pu faire un abri grâce à cette cape, un abri très sommaire hein, évidemment, mais si on est pris par la pluie, on peut également le fixer pour en faire un abri. Bref, si vous voulez aller voir ça en détail, je vous laisse aller voir la vidéo. Alors il en existe d'autres qui sont beaucoup plus simples comme celle-ci que j'avais moi en tout premier lieu quand je faisais de la randonnée. C'est ma toute première cape de pluie que j'ai eue. Mais honnêtement, celle-ci, je pouvais pas mettre mon sac à dos dessous et du coup, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une cape de pluie qu'il faut mettre sous le sac à dos. En plus, du coup, il faut remettre le sac à dos, les bretelles dessus. On l'enfile pas par-dessus le sac à dos. Enfin voilà, je pense que je suis pas très claire, mais vous avez compris. Donc, voilà, en fait, je vois pas trop l'intérêt de cette cape là au final maintenant. Bon, tout ça c'est bien, je vais vous faire un topo, les avantages, les inconvénients à avoir une cape de pluie en randonnée. Les inconvénients, je vous l'ai déjà dit, c'est que c'est pas respirant du tout, donc ça crée tout de suite vite un effet sauna sous la cape de pluie. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est pas évident à enfiler tout seul, ça demande beaucoup de pratique et si on n'est pas très contorsionniste, il faudra toujours avoir appel à quelqu'un d'autre pour pouvoir aller l'enfiler derrière sur son sac à dos. Deux autres petits inconvénients, c'est comme elle est très large en général, elle peut venir, le bas de la cape peut venir s'agripper aux branches, aux ronces, aux choses qu'on va croiser sur le chemin qui sont à hauteur des jambes. Donc ça, c'est vrai que des fois, c'est un peu gênant. Et puis l'autre chose, c'est quand il y a beaucoup de vent, le vent s'engouffre à l'intérieur. Donc c'est un peu à double tranchant, ça, parce que des fois, au contraire, quand il fait chaud, ça fait beaucoup de bien parce qu'il pleut, mais il fait chaud, donc on a chaud sous la cape et du coup, il y a du vent qui circule et ça fait du bien, ça vient sécher l'intérieur de ce qui est sous la cape. Mais lorsqu'il fait froid, le vent, je peux te dire que non, c'est pas la bonne chose, au contraire, on a plutôt froid. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Bon, les avantages, vous vous en doutez, c'est qu'elle couvre vraiment très bien l'ensemble du corps, elle va jusqu'au bas des pieds et puis surtout qu'elle est complètement imperméable. Là c'est sûr que sous ça, moi mon truc en plastique, il n'y a rien qui passe, donc c'est vrai que c'est vraiment très bien, très pratique pour être complètement protégé. Et puis petite astuce, gardez en tête que c'est judicieux de garder votre cape de pluie rangée dans votre sac à dos à portée de main, donc dans une pochette, dans un endroit qui est vraiment pratique à attraper et à mettre, surtout lorsque il se met à pleuvoir d'un coup. Dans les autres vêtements imperméables qu'on peut avoir, il y a évidemment la fameuse kawaii qui se présente souvent comme ceci, enroulé en boule, qui peut vraiment être assez petit et quand même assez léger aussi. Alors il y a des différents types de kawaii selon la technicité du kawaii plus ou moins. Après c'est à vous de choisir selon ce que vous voulez. Après si vous avez déjà une cape de pluie qui est très imperméable, c'est peut-être pas la peine de prendre un gros kawaii non plus. Voilà, un petit kawaii simple, ça peut suffire largement pour faire de la rando. Et ensuite vous avez aussi les coupe-vents comme ce que j'ai actuellement sur le dos, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus épais et beaucoup plus technique en général et qui va vous permettre d'être aussi un peu plus à l'aise lorsque vous marchez. Moi personnellement, je suis jamais partie en randonnée avec ce genre de coupe-vent parce que je trouve ça, enfin en tout cas sur de la longue distance, parce que je trouve ça beaucoup trop gros et encombrant pour ce que c'est faire, sachant qu'en plus moi je prends toujours mon poncho parce que je trouve que le poncho il couvre l'intégralité du corps et qu'avec ça pour moi il faudrait prendre en plus un pantalon kawaii par exemple, un pantalon imperméable, totalement imperméable pour pouvoir protéger les jambes. Et c'est pour ça que je suis quand même mitigée avec ce genre de veste, même si je l'emmène toujours tout ce qui est randonnée à la journée, que je sais qu'il va pleuvoir un petit peu, je sais que c'est beaucoup plus efficace et que j'ai pas forcément envie de prendre un poncho de pluie, mais sur de la longue distance, le poncho de pluie, pour être confortable, je trouve que c'est quand même mieux que ce genre de veste en fait, en termes surtout du fait qu'en fait on ne sait pas s'il va pleuvoir ou non sur 3 mois de marche ou sur une semaine de marche, on ne peut pas forcément prédire, et bah s'il ne pleut pas, ça va être très encombrant dans le sac et ça va pas servir à grand chose. Bon, quand même l'avantage de celui-là, je vous le montre, c'est qu'il y a souvent une visière en plus pour pouvoir protéger la pluie lorsqu'il y a du vent, donc ça évite quand même vraiment d'avoir la pluie qui vient se mettre dans la tronche quand on marche. C'est vrai que c'est quand même bien, en plus il y a des coupe-vents comme ça qui ont aussi des aérations sous les bras, enfin bref, c'est vraiment plus technique et c'est plus poussé en termes de randonnée. Je pense que si vous faites de la randonnée sur une journée ou deux, et puis aussi dans des conditions où vous savez que vous pouvez avoir des grosses averses comme en montagne par exemple, je pense que c'est un outil très technique, très utile, mais sur de la longue distance, un petit peu moins. Ensuite, il y a un objet que moi personnellement je n'utilise jamais, qui est le parapluie. J'ai vu que c'était devenu quelque chose d'assez courant pour certains randonneurs de prendre son parapluie de randonnée avec soi. Alors il y a des techniques pour l'accrocher au sac à dos, mais sinon c'est pas très compatible à porter comme ça toute la journée avec les bâtons de marche. Donc je pense qu'il faut toujours trouver la technique pour qu'il puisse s'accrocher au sac à dos. Et puis lorsqu'il y a des grands vents, c'est pas très pratique. J'imagine que ça c'est dans les gros inconvénients. L'orage c'est pareil, on peut pas marcher avec un parapluie sous l'orage pour des raisons évidentes que
c'est juste au-dessus de nous de tête, et puis si on est sur une plaine, et ben là on peut attirer la foudre. Je ne sais pas si un jour j'essaierai la technique du parapluie. Après c'est vrai que du coup ça protège tout le corps, donc c'est quand même pas mal. Faudrait voir, à tester je pense. Si vous marchez d'ailleurs avec un parapluie en randonnée, vous pouvez me le mettre dans les commentaires et me dire votre retour sur cet outil-là. Ensuite, eh bien, il y a les guêtres de pluie, les guêtres pour mettre sur le bas du pantalon qui protègent à la fois le haut des chaussures et puis le bas du pantalon, comme je viens de le dire. C'est vraiment très pratique, moi je trouve, c'est un outil que j'utilise beaucoup lorsque j'ai avec mon poncho de pluie, lorsque je pars à l'automne en général, je les prends toujours avec moi pour être sûr de être bien protégé, même le bas du pantalon, parce que lorsqu'on marche sous la verse et que le bas du pantalon commence à être mouillé, ou les chaussures aussi, c'est vraiment pas agréable. C'est vrai que les guêtres aussi, en plus de la pluie, ça protège le bas du pantalon aussi de la boue. C'est vrai que même s'il pleut pas et que le terrain est déjà très boueux, ça peut permettre de protéger un peu le pantalon si vous souhaitez l'utiliser sur plusieurs jours. Ça évite d'avoir un pantalon vraiment plein de terre à remettre tous les jours. Donc elles se mettent tout simplement comme ceci, voilà, autour. Alors les miennes se présentent comme ceci, toutes les guêtres sont pas pareilles, il y en a qui s'accrochent sur la chaussure. Là moi j'ai une petite lanière qui passe sous la chaussure et qui vient s'accrocher sur le côté. Donc à moins d'avoir un pantalon kawé imperméable, je pense que les guêtres c'est indispensable, mais c'est plus léger qu'un pantalon imperméable à mettre en plus. En ce qui concerne les chaussures, parce que oui, vous pouvez aussi opter pour des chaussures qui soient totalement imperméables, mais je pense qu'il y a deux écoles quand on est sous la pluie, soit opter pour des chaussures qui de toute façon ne sont pas du tout imperméables, sont aussi ouvertes, par exemple, moi je marche en sandales et même des fois sous la pluie en été, ou l'autre école de prendre une chaussure complètement imperméable et qui sont souvent faites en Gore-Tex, c'est le nom de la matière avec laquelle ils sont faites. Moi personnellement je suis école numéro 1 dans le sens où je préfère avoir des chaussures qui vont peut-être vite être mouillées mais qui vont aussi vite sécher du coup. À l'inverse de la Gore-Tex, moi j'aime vraiment pas ça, après c'est personnel, hein, chacun a son... mais parce que c'est pas du tout respirant et moi j'ai vraiment besoin que mes pieds respirent en randonnée, sinon je vous dis pas les odeurs, bref. Mais voilà, moi j'ai besoin vraiment que mes chaussures soient respirantes. Donc j'ai des grosses chaussures plutôt imperméables quand même, qui sont pas en Gore-Tex, mais quand même imperméables pour plus des treks ou des choses comme ça. Mais sinon en petite randonnée et sur du long terme, je préfère prendre mes chaussures basses qui sont très facilement mouillées, mais à l'inverse, c'est qu'elles sèchent très vite. Si elles sont complètement mouillées en une soirée, des fois, si je les mets au-dessous d'un radiateur ou avec du papier journal dedans, elles peuvent sécher dans la nuit. Et pareil, je marche aussi des fois en sandales sous la pluie, et comme c'est des sandales qui ont très peu de lanière, et ben elles sont enfin il n'y a pas grand chose à sécher en fait une fois qu'elles sont mouillées. Donc franchement je trouve ça très pratique. Par contre évidemment si c'est l'hiver et que je suis sous la pluie, je préfère évidemment au maximum prendre des chaussures qui soient le plus imperméables possible, parce que c'est plus compliqué de faire sécher ces chaussures en hiver. Petit détail aussi, c'est qu'il est possible d'imperméabiliser, ou plutôt de réimperméabiliser ces chaussures avec une bombe de chaussures spécifique. Je ne sais pas du tout ce que contient ce produit, mais en tout cas c'est vrai que ça marche. Moi je le fais assez régulièrement, de réimperméabiliser mes chaussures. Les vendeurs conseillent de le faire à peu près tous les 6 mois, parce que de toute façon la chaussure est imperméabilisée à l'achat avec ce produit là, et qu'il faut les réimperméabiliser assez régulièrement. Ensuite, c'est bien de protéger son corps, mais c'est aussi bien de protéger surtout ses affaires dans son sac à dos pour que tout ne soit pas mouillé à l'arrivée. Tout d'abord, il existe le fameux protège-sac. C'est vraiment en général vendu avec votre sac à dos, c'est vraiment la base. Il y a des gens qui ne le prennent pas du tout parce qu'ils ne trouvent pas ça assez imperméable. C'est vrai que ça ne l'est pas complètement, et c'est pour ça que souvent je couple ça en plus de mon poncho de pluie, parce que sinon, au bout d'un certain moment, ça devient trempé, et en fait le sac à dos qui est dessous le devient tout autant. Donc ça se met tout simplement comme ça, souvent c'est doté d'un élastique pour pouvoir bien le mettre adapté à la taille du sac à dos. Et l'avantage de ce petit protège-sac, c'est qu'ils sont souvent très colorés, fluorescents même en général, et ça moi je le mets aussi lorsque je marche, même s'il pleut pas, à l'automne dans les sentiers de forêt. Parce que évidemment il y a la chasse à cette saison, et du coup ça me permet d'être bien vue si jamais il y avait des chasseurs dans le coin, on ne sait jamais. Ensuite, pour protéger l'intérieur de ce qui est dans son sac à dos, notamment son sac de couchage, moi je sais que c'est vraiment l'objet que je veux absolument protéger qui est dans mon sac à dos lorsque je dors dehors et qu'il pleut, parce que si votre sac de couchage est mouillé, c'est impossible de passer une bonne nuit. Donc pour tout bien protéger, soit j'utilise un sac poubelle que je mets dans le sac, à l'intérieur du sac, et je mets toutes mes affaires dans ce sac poubelle. Et puis sinon, sachez qu'il existe en dehors des sacs poubelles. Moi j'utilise sac poubelle parce que je trouve ça plus léger
que ce genre de pochette imperméable, donc je vous montre, ça peut être une très grande pochette imperméable, vraiment ça pour le coup, s'il pourrait pleuvoir des orages entiers et ça resterait comme ça bien au sec, plus qu'un sac poubelle je pense, mais l'inconvénient c'est que c'est un petit peu plus lourd. Ce sont des pochettes étanches qui peuvent servir aussi même si vous faites du kayak ou des choses comme ça. Donc ça j'en ai, mais honnêtement je prends quasiment jamais quand je fais de la randonnée. Sinon par contre j'utilise une toute petite pochette imperméable comme ça. Ah oui d'ailleurs si jamais vous avez des questionnements, tous les objets que je vous montre vous les trouvez dans les magasins de sport, hein, dans les grandes enseignes de sport, même ça aussi les pochettes comme ça imperméables. Donc cette petite pochette imperméable, moi je l'utilise vraiment parce que ça j'y mets tout ce qui est vraiment absolument essentiel qui ne soit pas mouillé, c'est-à-dire mes cartes, identité, tout ça, bon ça c'est plutôt protégé, mais même ma carte bancaire, mes clés, et puis mon téléphone portable, tout ce qui est électronique, je vais mettre mes câbles et mon téléphone portable à l'intérieur de cette pochette pour être sûr que ce soit 100% au sec, si jamais, même si jamais, imaginez votre sac qui tombe dans de l'eau, et bien au moins cette partie-là, vous êtes sûr que c'est au sec et que vous ne les perdez pas. Sinon, si vous n'avez pas cette pochette-là, vous pouvez tout simplement mettre aussi dans un ziploc, là, les pochettes, vous savez, les pochettes, les sacs de congélation avec un petit zip. Et donc voilà, maintenant qu'il pleut, hein, puisqu'il s'est mis à pleuvoir en plein tournage de cette vidéo, pour vous dire que je suis vraiment en conditions réelles pour vous tourner cette vidéo sous la pluie, eh bien j'espère que maintenant vous êtes au fin prêt pour vous mettre en chemin même sous la pluie, pour vous attaquer à de la pluie sur le chemin. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires à me poser ou avoir vos retours sur ce que vous utilisez lorsque vous êtes en randonnée sous la pluie. Je suis toujours curieuse de lire votre matériel puisque j'aime bien être dans l'échange. Toujours aussi, en tant que randonneuse, on aime toujours vraiment un peu améliorer ce qu'on fait, donc forcément c'est toujours intéressant d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ci-dessous, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pouce en l'air en fait sur cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre toutes mes prochaines vidéos que je publie, c'est sur le petit bouton rouge juste en dessous, et puis vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications lorsque je publie une vidéo. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous en ce moment un petit peu plus compliqué. Et puis je vous fais plein de bisous encore. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!